Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Entrons en Résilience. Aujourd'hui, un enregistrement à distance avec notre invité. Écoutez bien ça, après 60 ans de rejet, d'abandon, de violence et de trahison, et j'en passe, notre invité a réussi à sortir de ce qu'on appelle le chaos émotionnel. Diane Hébert, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur 1001 clés de vie aujourd'hui. Première question, comment ça va? Ça va dangereusement bien. On a donc compris, on a eu le punch à tout de suite de livrer. Vous avez un petit peu plus que 60 ans. À peine, quelques poussières. Ok. J'aurai 61 en avril. On va remonter un petit peu le fil du temps. On a compris avec plus votre accent qu'avec le mien que vous êtes vraiment originaire du Québec et du Canada. Avant de voir tout de suite comment on sort du chaos émotionnel après 60 ans, en tout cas quand ça prend 60 ans, ça ressemble à quoi l'enfance de Diane Hébert? L'enfant, je dirais, quand on dit que tout se joue avant 6 ans, je dirais que je serais en mesure d'écrire toute une brique de ce qui s'est passé avant mes 6 ans. J'ai vécu dans une famille particulièrement dysfonctionnelle, père-mère alcoolique, mère dépressive suicidaire, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, on lui donnerait facilement l'étiquette de bipolaire. Et maman tentait constamment de s'enlever la vie. Mais comme on avait un papa qui était violent, papa était lutteur professionnel, elle ne voulait pas nous laisser seuls avec le père. Ah, d'accord. Elle avait donc déterminé de nous enlever la vie avant de passer à l'acte. Alors, c'était pas toujours Jojo. Alors, attendez, c'est non seulement votre maman, vous aviez des frères, vous avez des frères et sœurs, vous aviez des frères et sœurs en tout cas, ouais, avait des idées suicidaires envers elle-même, mais également envers vous. Oui, elle tentait de nous enlever la vie parce qu'elle voulait nous emmener avec elle. Elle voulait pas nous laisser avec un père violent. Mais c'est sûr, maman était malade mentalement. Ouais. Et pour elle, c'était sa façon de vouloir nous protéger. Ouais, ouais. Un peu comme quand on dit que les gens qui s'enlèvent la vie, en parlant juste d'eux là, ils voient ça comme une solution en fait pour résoudre les problèmes. Absolument. D'accord. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu des fois en tout cas où ça a été proche de ça? Où elle a vraiment failli passer à Oui, l'acte? ça a été vraiment proche de ça. Je dirais que je me souviens d'un événement particulièrement pénible au moment où j'avais 5 ans. Maman était à genoux à côté de mon petit lit et je me suis réveillée. C'était pas dans ses plans. Elle avait un couteau de chef sur ma gorge, mais le couteau comme ça sur la gorge. Et elle m'a dit, bouge pas mon bébé, maman va te tuer, mais ça fera pas mal. Ouais. Disons que ça a failli comme à un cheveu. Vous aviez J'ai 5 ans? 5 ans. Et j'ai finalement négocié avec elle en disant, écoute, maman, je suis fatiguée. Est-ce qu'on peut faire ça demain? Elle m'a donné son couteau et je l'ai tenu tellement serré dans ma main sous l'oreiller que le lendemain matin, j'avais peine à ouvrir mes doigts. Ouais. Le lendemain, elle était complètement dégrisée et elle avait complètement oublié. Ouais, d'accord. Et ce fut comme ça souvent, avec un revolver, avec des couteaux. Elle nous courait dans la maison. Ouais. Elle voulait vraiment nous enlever la vie avant, elle, de passer à l'acte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a raconté ou c'est un souvenir précis que vous avez de 5 ans? Très, très clair. Ok. Très, très clair. Je vous donne juste l'info là pour que nos auditeurs nous entendent bien. C'est important de garder un petit peu de temps entre nous deux dans les prises de parole parce que la connexion a l'air de fonctionner mieux comme ça. Donc c'est un souvenir très clair que vous Oui, avez. absolument. Ok. Ça démarre fort cette émission, chers amis. Vous en parlez avec beaucoup de détachement. Est-ce que c'est le nombre d'années qui est passé? Non, je dirais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu vraiment apprendre à me détacher seulement au cours, je dirais, de mon année 60 finalement.
Je suis allée m'exiler pendant 1 an dans la montagne à Sainte-Adèle. Et là, j'ai rencontré une personne assez extraordinaire, une personne que je fuyais depuis toujours. C'est mon reflet dans le miroir. Ah, J'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'apprécier, j'ai appris à m'aimer et le grand mot, à me pardonner. À pardonner aux autres, mais à me pardonner aussi. ok, ça veut dire que si on vous comprend bien, si vous avez eu besoin de vous pardonner, euh, est-ce que vous vous sentiez coupable de cette époque où vous aviez 5 ans, où, où le comportement de votre parent était pas correct en fait? Je dirais que j'ai tenté d'assommer mon père une fois avec une poêle de fonte de fer Mhm. parce qu'il écrasait ma mère dans un coin. Les deux étaient violents. Les deux étant alcooliques, c'était pas facile à gérer. Je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai le syndrome du sauveur dans le tapis, parce que vraiment, je devais constamment prendre la défense de ma mère. Mhm. Je mesure 4 pieds 10 et demi, maman mesurait 4 pieds 11 Ok. et mon père frôlait les 7 pieds. Alors là, comme on écoutait un peu partout, 4 pieds 10, ça veut dire que vous n'êtes pas d'une taille très grande. Je ne Je sais pas suis, combien ça fait. je t'arrive probablement sous le bras. Euh, le syndrome du sauveur dans le tapis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai tendance à toujours vouloir aider les gens, Ok. toujours chercher à aider les autres. C'est comme un réflexe Mhm. chez moi de vouloir aider. C'est sûr que je devais défendre mes petits frères, mes petites sœurs. Il y a un frère qui a 10 ans de plus que moi. Ensuite, toutes les autres sont, on suivait de 11 mois en 11 mois, là. Alors, c'était toute la petite marmaille et comme papa et maman étaient pratiquement jamais là, ma mère était souvent à l'hôpital. Mhm. J'ai dû jouer à la mer plus souvent qu'autrement. Ouais, d'accord. Donc ça a démarré fort, l'enfance. On peut résumer ça comme ça, euh, en essayant d'avoir un brin d'humour là-dessus, parce qu'on comprend que ça n'a pas dû être évident tous les jours. Euh, Est-ce qu'avec le temps, vous avez constaté un certain changement chez votre mère notamment? Euh, Est-ce qu'elle a eu conscience de tout ça? En fait, je ne sais pas si elle a eu vraiment conscience de tout ça. Ma mère est décédée alors que j'avais 11 ans. Hmm. Elle avait 38 ans. Alors, quand on pense qu'à 38 ans, elle était mère de 7 enfants, dont un de 10 ans, c'est quelque chose. Là. Il y avait un peu plus que 10 ans. Il y avait peut-être, il y avait 21 ans, parce que moi, il y avait 10 ans de plus que moi. Euh, Ouais. Maman était sous l'effet de l'alcool fréquemment. Hmm. Elle était dépressive, ce qui fait qu'elle faisait un cocktail pas mal explosif avec des médicaments. Hmm. Elle buvait énormément. On vivait dans une famille très pauvre, ce qui fait que autant père et mère se payaient de l'alcool, du tabac, mais il n'y avait plus d'argent pour la nourriture. Ce qui fait qu'un beau jour, elle est allée voir un médecin, à ce qu'elle nous a raconté. Ça, c'est elle qui nous l'a raconté. Mais comme dans sa tête, ça roulait pas toujours rond, je ne sais pas si je dois pas prendre ça avec un grain de sel. Toujours est-il qu'elle aurait demandé à un médecin, les enfants pleurent fréquemment, ils ont faim, ils ont des crampes dans l'estomac. J'avais pensé leur donner quelque chose de lourd dans l'estomac pour enlever les crampes. J'avais pensé leur donner du ciment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très comestible. Ouais, ouais, Apparemment effectivement. Ouais. que le médecin lui aurait répondu, faites pas ça, il risque d'avoir des problèmes d'intestin. Vous pourriez par contre leur donner du plâtre. Ouais, d'accord. Euh, on est dans du raisonnement déraisonné. Absolument. On l'aura bien compris. Et puis encore une fois, face à ça, ben, il y a des enfants, vous et vos frères et sœurs. Euh,
On doit mûrir très vite. On ne peut pas faire autrement que maturer trop rapidement. Et je vous dirais que ici au Québec, souvent dans mon temps, les parents donnaient de l'huile de foie de morue aux enfants pour Ouais. bien grandir. Ça donnait des forces. C'était pas très bon au goût, mais enfin. Mais nous, vois-tu, pendant des mois, on a eu droit chaque jour à nos 2 petites cuillères de plâtre. Ouais. Et je dirais qu'aujourd'hui, ils font du plâtre rose, mais c'est pas parce qu'il est rose que ça goûtait la gomme ballon. Ouais, Ah, ouais. c'est garanti. La gomme ballon, c'est des chewing-gums La chewing gum. qui goûtent la Oui, gomme mais ballon. Je sais pas comment l'expliquer d'ailleurs, hein, ça, la elle gomme laisse ballon. rose, la gomme. Ouais, ouais. Bon, s'il y a des enfants qui nous écoutaient, mangez de la gomme, pas de plâtre ni de ciment, s'il vous plaît. Euh, il y a quelque chose qui est très difficile parfois à accepter. C'est quel chemin on prend quand on a vécu ce genre d'enfance. Est-ce qu'on reproduit, est-ce qu'on attire des relations, exemple, toxiques? Est-ce qu'on va vers des personnes à l'âge adulte qui sont, entre guillemets, à problème aussi? Est-ce qu'on fuit ça? Je dirais qu'on a tendance à aller vers les gens à problème, justement, à cause de ce que je te disais tantôt, le fameux syndrome du sauveur. Ce Mhm. qui fait que je me retrouvais avec des personnes schizophrènes, avec des personnes avec des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, et j'avais tendance à vouloir les sauver. Mhm. Alors, j'étais le sauveur et au moins je dirais, je me sentais utile. Et c'était pour moi une preuve d'amour. Je n'avais jamais reçu véritablement d'amour, ni de mes parents, ni des autres autour. Ce qui fait que je me disais, au moment où j'étais Ouais. utile, où je rendais service, je me sentais appréciée. Est-ce que ça veut dire que dans votre enfance, les seuls moments où vous aviez une relation, on va dire, où vous établissiez un contact avec votre maman, c'était en vous occupant d'elle déjà, ou en lui évitant de faire des bêtises? Finalement, c'était en protégeant mes frères et sœurs d'elle. Elle était Ouais. bourreau, que voulez-vous. Et curieusement, toute petite fille est contente d'avoir un grand frère qui vient la protéger. Contrairement à la nature humaine actuelle, moi, je dirais que au moment où j'ai été adulte, soit à l'âge de 6 ans, mon grand frère a considéré que j'étais assez grande pour assouvir ses instincts sexuels. Alors, c'est pas vieux à 6 ans. Ce qui fait qu'il m'a carrément volé mon enfance et j'ai dû maturer, j'ai dû vieillir plus vite que la majorité des enfants. Ouais. C'est fou parce que ben, vous avez une crédibilité certaine et non pas une certaine crédibilité de par vos écrits, etc., qui feront peut-être l'objet d'une autre émission. Mais la manière dont vous nous livrez ça, là, je sais pas, vous, chers amis qui nous écoutez et qui nous regardez en ce moment, mais moi, malheureusement, je suis assis sur ma chaise parce que je trouve ça épouvantable et en même temps lumineux la manière dont vous nous offrez ça, là, à titre, on va dire, préventif. Parce que je suis certain que parmi les gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, il y a d'autres personnes qui sont confrontées à ce type de problème, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Euh, mais il y a comme une espèce de sagesse qui transpire, là, qui émane de vous. Là. C'est assez impressionnant, je dois vous le dire. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de messieurs qui vous écoutent et qui sont en train de se pâmer devant vous. Là. On va tout de suite clarifier quelque chose, au cas où vous ayez des demandes en mariage, on ne sait jamais. Vous avez vécu 3 mariages, c'est ça, 2 ou 3, je sais plus. Là. En mariage. Et justement, pour faire le lien entre votre enfance, ce que vous en avez retenu, là, ce qui était votre cadre de vie, euh, croyez-vous que c'est un hasard si ces 3 relations ont été
ben, vous me confiez hors onde des relations plus ou moins toxiques. Absolument. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un rapport? Ouais. Mais vous, encore une fois, on a compris que c'était parce que ben, vous attiriez des problèmes, entre guillemets, des personnes à problème dans un besoin d'aide, c'est ça? Oui, mais il n'y avait pas que ça. Je dirais que le fait d'avoir vécu ces choses-là Mhm. fait en sorte que ça vient, je dirais, ça vient troubler ma perception des choses. Je vous donne un exemple. Euh, je partageais avec un ami récemment que j'avais vécu quelque chose, une situation difficile dans mon enfance. Ma mère trompait mon père. Ils sont partis tous les deux, je peux en parler librement. Mhm. Euh, Papa travaillait de nuit et maman sortait avec un jeune homme durant la nuit. Et quand il voulait partir, sortir dans les boîtes de nuit, il y avait un témoin gênant, ma petite personne. Je devais avoir peut-être 6 ans, 5 ans, je ne sais pas trop. Et le jeune homme a décidé de m'emmener avec eux dans les boîtes de nuit et il me couchait dans le coffre arrière de la voiture. Et j'avais droit d'apporter mon toutou et ma doudou, la couverture qui me sécurisait. Et je partageais avec mon ami récemment, je lui disais, je suis bénie parce que je suis heureuse en gratitude du fait que je ne souffre pas de claustrophobie. Mhm. Est-ce que je m'endormais? Est-ce que j'étouffais? Je m'évanouissais? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas vécu ça comme un traumatisme parce que cet homme-là a été bienveillant envers moi-même, envers moi, parce qu'il me laissait apporter mon toutou et ma peluche et ma doudou. Et mon ami m'a dit, mais ça va pas dans la tête d'Yann, il n'y a rien de bienveillant là-dedans. Mais vois-tu comment c'était, c'était falsifié comme perception. Alors, quand je voyais des gens qui avaient besoin d'aide, pour moi, c'était falsifié comme perception. Ouais. Et encore aujourd'hui, je vis des choses comme ça. Mhm. On comprend pourquoi vous parlez, et je l'annonçais tel quel, de sortie de chaos émotionnel. Un chaos, c'est qu'il n'y a plus de repères. Euh, Voire pire, les repères ne sont pas les bons. Puis c'est ça que vous nous expliquez de manière très claire. Donc on va faire court sur les 3 mariages là, parce que hein, c'est derrière tout ça. Euh, Quels ont été vos moyens après une soixantaine d'années là, un détail, pour sortir justement de ce chaos-là? Tout à l'heure vous parliez de solitude, j'aime pas trop le mot isolement, mais Je dirais que parfois c'était de la solitude, parfois c'était vraiment le bien-être de me retrouver seule. Mais comme je disais tantôt, j'avais tendance à me fuir parce que si personne avait trouvé à m'aimer autour de moi, pourquoi moi je devrais m'aimer? Alors je m'ignorais, je m'auto-sabotais. J'ai été un temps où est-ce que je prenais beaucoup d'alcool pour fuir la réalité. Je dirais qu'un verre, c'était trop. 8, 9, c'était pas assez. Je pouvais facilement boire mes 2 bouteilles de vin par jour, tous les jours que le bon Dieu amène. Alors, à un moment donné, mais non, j'avais pas de problème d'alcool, on s'entend. Alors, je vivais dans le déni totalement. Alors, quand je suis partie dans la montagne, je suis allée là-bas et curieusement, je n'avais pas de véhicule, je n'avais pas de permis de conduire et mon cher monsieur, j'étais allergique au gazon. Alors, je dirais qu'il c'est embêtant. fallait être cinglé un peu. Toutefois, au bout de 3 mois, j'étais complètement désensibilisée à l'allergie. Je pouvais marcher pieds nus dans le gazon. Ok. Là, du jour au lendemain, vous partez, j'allais dire en campagne, mais c'est quasiment en montagne, c'est ça? C'est en montagne, c'est Ouais. en campagne, c'est à Saint-Adèle, dans les Basses-Laurentides.
Et bon, j'ai vécu quelque chose de difficile avec mon mari à ce moment-là. Et j'ai tapé sur Google logement ensoleillé Laurentides. J'étais sur la rive sud de Montréal, j'ai cherché sur la rive nord. J'ai vu des photos sur Kijiji d'un logement. Ça me plaisait. J'ai téléphoné et j'ai signé mon bail direct là. J'ai dit, écoutez, moi, je ne retournerai pas là 2 fois. Je vais aller avec un ami, je veux signer mon bail, je m'en vais. Pour moi, c'était sauf qui peut. Donc, le déclic, à ce moment-là, ça a été, je sais pas, une altercation avec votre conjoint de l'époque, puis c'était le temps, quoi. Il m'a bousculé. Moi, j'ai vécu ça vraiment comme s'il me frappait. Mais c'est sûr que toute ma perception du passé faisait en sorte que c'était comme un élément déclencheur, la goutte qui faisait déborder le vase. Ouais, je comprends. Et je me suis dit, je me suis choisie et je me suis dit non, plus jamais. Plus jamais. Avoir été violée, violentée, frappée, plus jamais. Je n'accepte pas, je me choisis, je m'en vais. On comprend bien que vous n'avez pas vécu cette bousculade comme n'importe qui n'a jamais subi de violence physique et mentale, mais ça a été vraiment le déclic. Vous nous dites que vous êtes parti, pas en isolement, mais dans cette solitude en montagne, pour vous retrouver ou pour vous trouver tout simplement vous-même. Encore une fois, puis ça, on n'en démord pas à chaque, j'allais dire, cas de vie similaire au vôtre. Ça veut dire que ce que vous n'avez pas eu dans l'enfance a impacté gravement sur votre estime de vous-même. Exact, exact. Mon estime de moi-même était à zéro et j'ai même envisagé sérieusement de m'enlever la vie quand j'étais là-bas. J'ai sorti tout l'argent que j'avais dans les REER, j'étais prête à tout donner. Il y en a qui en ont profité. Ça a été vraiment le terme juste, qui m'ont manipulé. Mais écoute, j'ai tout dilapidé. Et parce que mon but était vraiment de m'enlever la vie. Et quand est venu le temps de passer aux actes, merci Seigneur, j'ai rebroussé chemin. Mais après, j'ai dû vivre avec les conséquences de mes actes. Et ça, cette période-là, ça a été la transition, alors que vous étiez déjà perché dans vos montagnes, c'est ça? Je suis arrivée dans la montagne au mois d'août et j'ai failli attenter à mes jours dans la nuit du 5 au 6 décembre 2016. Et c'est ça. Par après, j'ai commencé à écrire mes gratitudes le soir. Et je réalisais que là, je sortais vraiment tout ce qui me brisait, là, plein de choses du passé sont revenues et j'écrivais. Des fois, je me relevais la nuit pour l'écrire. Et curieusement, je me réveillais le matin, je le relisais et il me semblait que ça faisait déjà moins mal. On s'entend, c'était pas cicatrisé, mais on aurait dit que le fait de l'avoir couché sur papier faisait en sorte que ça venait mettre un baume sur la blessure. Ouais. Une question par rapport à l'écriture, qui est l'écriture est libératrice, hein, ce qu'on dit souvent. Ça correspond à quoi, écrire ses gratitudes? Je dirais finalement juste de remercier le Seigneur, d'avoir passé une belle journée. Merci Seigneur. Moi, je suis croyante, je crois en Dieu. Et je remerciais le Seigneur justement comme le fait de ne pas souffrir de claustrophobie du fait que j'ai été enfermée. Et j'aurais pu rester vraiment à souffrir dans les endroits fermés, les endroits reclus. Mais jamais j'ai souffert de ça. Je remercie le Seigneur de ça. Je remercie le Seigneur d'avoir pu de ne pas être passé à l'acte le 6 décembre. Ça arrive que certaines personnes qui ont des idées noires, sombres, ne passent pas à l'acte parce que quelqu'un leur parle. Vous, ça s'est passé entre vous et vous-même, et avec vos croyances bien sûr, mais par le biais de l'écriture à ce moment-là. Par le biais de l'écriture, mais je te dirais que j'avais bu déjà 2 bouteilles de vin. J'avais des médicaments, j'avais d'autres vins sous la main et j'étais prête, j'avais ouvert les bouteilles et tout.
Et je me suis mise à genoux à côté de mon lit et j'ai dit, Seigneur, permets pas que j'aille plus loin. J'ai vidé les 2 bouteilles de vin et les bouteilles de pilules dans la toilette. Je suis allée me coucher et j'ai dormi à peu près 24 heures. À partir de là, comme on dit, quand on touche le fond, hein, après il y a un rebond. C'est- Est-ce que vous avez une idée particulière par rapport à tous ces écrits là, que vous aviez déjà commencé? Vous Je avez dirais vu? que ce qui ressortait le plus, c'était le pardon. Mhm. J'ai dû apprendre à véritablement pardonner tout ce qui s'est produit dans le passé. Et comme avec mon grand frère, j'ai longtemps eu honte parce qu'on me disait que c'était moi qui avais couru après. Mais comment est-ce qu'une petite fille peut courir après Ouais. à 6 ans? Tu sais, c'est un bébé encore, non? Mhm. Et j'ai eu honte de ça et je voulais pas en parler. Et c'est à force de l'écrire, à force d'en parler aux autres, que finalement j'ai appris à m'en libérer. Aujourd'hui, je suis en mesure d'en parler sans avoir la boule dans la gorge, sans avoir l'oppression. Et je dirais quelque chose de génial qui s'est produit il y a à peine quelques jours. Des policiers sont venus à ma porte frapper chez moi. Je suis sur la rive sud de Montréal maintenant. Des policiers sont venus chez nous et pour m'annoncer la mort de mon grand frère. Et lui, il était de Montréal. Et quand je demandais, je disais, est-ce que c'est un tel, un tel? Non, non, madame, asseyez-vous, on va vous expliquer. Ils m'ont dit que c'était le décès de mon grand frère. Je disais, ah, OK. Je me suis levée, j'ai pris un verre d'eau. Ils m'ont dit, vous voulez pas rester assis? Non, vous trouverez pas une femme toute défaite devant vous. S'il est un homme que j'ai détesté sur terre, c'est bien lui. Je me réveillais la nuit pour l'haïr. Mais je vous dirais, présentement, je me sens bien face à ça. Je me sens libérée parce qu'il y a 30 ans, je lui ai complètement pardonné et je le lui ai dit. Je l'ai pris dans mes bras, mon grand frère, je lui ai dit, écoute, je comprends ce que tu as fait, j'ai pardonné. Et le fait qu'il soit parti, comme ça, il y avait plus de 30 ans, je ne l'avais pas vu. Par sécurité, après, j'ai gardé mes distances. Mais le fait qu'il soit parti, que j'avais accordé ce pardon et que je le lui avais dit, je n'ai pas vécu de regret. J'aurais dû lui dire qu'il se sente libre ou quoi que ce soit. Et j'ai réalisé la puissance du pardon. Comme Ouais. ça se dit. On arrive quasiment à la fin de l'émission, mais je vais essayer de me faire le porte-parole des gens qui nous écoutent. Comment fait-on parfois pour, dans votre cas en tout cas, pour pardonner ce qui semble impardonnable? Je dirais que j'ai demandé, j'ai pas eu d'autre alternative que de me tourner vers mon Dieu. Je me dis, il a pardonné l'impardonnable, il a donné son fils. Alors, c'est vraiment la foi qui a été un élément déclencheur dans mon cas. Mais j'ai écrit aussi des lettres de pardon à des gens et je les ai brûlées. Et je dirais que ça a été libérateur dans mon cas. Ça a été un truc parmi tant d'autres. Si on pouvait, si on voulait conclure là-dessus, là, pas pour donner une recette miracle pour arriver à pardonner là, ou à passer à autre chose, ou reprendre confiance en soi et remonter le niveau de son estime de soi, que ce soit pour les gens croyants ou non croyants, peu importe les cas, l'important c'est d'entrer dans une démarche en fait, c'est ça? Absolument. De Et je trouver. dirais qu'une des choses qui m'a aidé particulièrement, c'est que j'avais trouvé un petit carton sur Facebook qui disait je m'engage à m'aimer profondément et à prendre soin de moi. Je l'ai fait imprimer et j'en avais mis partout dans la maison. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que là, en prenant soin de moi, je pouvais enfin ouvrir mon cœur vers les autres. Ok. Et sans qu'on soit croyant ou pas, tout le monde peut faire cette démarche-là. Pour repartir à la recherche de l'estime de nous-mêmes. Absolument. C'est le temps de conclure, chère Diane.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Personnellement, je suis très touché. Au-delà de ce dont vous nous avez fait part, mais surtout de la manière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y avec vos commentaires. Il y a énormément de recul et de classe dans la manière dont vous nous diffusez tout ça. On va, puisque je parle de diffuser, on va prendre le temps de digérer tout ça là, de vous écouter, de vous réécouter encore. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de tout ça. Merci beaucoup, Diane. Merci à vous. Quant à vous, chers amis, je vous laisse digérer tout ça aussi. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Entrons en résilience sur Radio Millénium Clé de Vie. À bientôt.